Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation où ensemble on va parler de Kubernetes bien sûr, de Gateway API, de YAML, de réseau et de tout ce que vous pouvez faire avec ces choses pour déployer vos applications. Tout d'abord, Kubernetes a 10 ans. Il y a 10 ans, ce truc a été créé, pas beaucoup de personnes y croyaient, et pourtant c'est devenu aujourd'hui la plateforme numéro 1 en termes de méthode de déploiement. C'est la plus connue, reconnue, c'est quasiment devenu un standard pour certains. Alors ça fait de la peine pour d'autres plateformes qui étaient peut-être un peu meilleures, mais au moins celle-ci est devenue le Linux du déploiement. Et Kube, ça vient de Borg, donc c'est l'orchestrateur interne de Google, mais en vrai, quand ils l'ont réimplémenté, ils n'ont pas appris toutes les features de Borg, et merci pour nous, parce que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et quand Google a migré ça, en fait, ils ont fait quasiment un reboot, ce qu'ils auraient aimé que Borg soit au début. Et c'est Kubernetes, c'est quelque chose avec plus ou moins de features. Mais quand il manque des features, elles peuvent quand même être comblées par qui le souhaite. Parce qu'en fait, il y a les primitives nécessaires pour vous permettre de développer des choses qui ne sont pas prévues dans le système sans pour autant être un gros hack. Donc vraiment, ça va vous permettre de construire, c'est quasiment une boîte de Lego Kubernetes, et vous pouvez construire les blocs par-dessus ce qui existe déjà. Pour me présenter, je m'appelle Kevin, je suis Google Developer Expert sur la partie Cloud et Kotlin, donc j'écris du code et je le déploie en prod. Fan de la CI/CD de GitLab, contributeur open source, dispo sur tous les réseaux sociaux, il y en a certains que je préfère comme Mastodon, c'est open source, libre. Et si vous voulez discuter de ces sujets et d'autres, n'hésitez pas. Et en plus de ça, je travaille chez Gradle. Alors Gradle, vous connaissez certainement le build tool, qui build à peu près la Terre entière aujourd'hui. Moi, je travaille sur autre chose. En fait, ce leitmotiv du build tool de permettre à des développeurs d'être plus productifs, plus heureux, généralement, c'est notre leitmotiv interne. Et je travaille sur un produit qui est lié à ça. Parce que nous, on croit énormément à ce qu'on appelle la suite après le DevOps, le Developer Productivity Engineering, qui est en fait la science derrière ce que vous connaissez comme la Developer Experience. Vous savez, ce truc où vous dites... c'est lent quand les tests on les lance et ils sont flaky, ils marchent un coup sur deux ou la compile est lente pour aucune raison. Ce genre de choses, ça nuit à votre développeur expérience. Nous, on a développé un outil qui s'appelle Develocity, compatible aujourd'hui Maven, Gradle, Bazel, SBT et d'autres à venir, stay tuned, qui vous permettent en fait d'analyser. Parce que si vous ne pouvez pas analyser votre développeur expérience, vous n'allez pas savoir quels sont les tests les plus flaky, qu'est-ce qui va vous coûter le plus, par exemple, en temps de build et autres, et donc qu'est-ce que vous allez pouvoir optimiser. Et donc, on a cet outil, vous pouvez faire énormément de choses avec, jusqu'à, et ça, c'est une feature que j'adore, lancer les tests que sur les parties du code qui ont été impactées par les changements que vous avez faits avec des modèles de predictive test selection, comme on les appelle. Donc, ça va vraiment extrêmement loin. Et cet outil tourne essentiellement dans Kubernetes. On l'a développé et il a été fait pour tourner dans Kube. Et il utilise les stacks réseau de Kube, pour revenir au sujet. Et dans Kube, ils ont réinventé plein de choses, mais il y en a bien une qu'ils n'ont pas changé, c'est le réseau. Le réseau, c'est le même. C'est le même que vous connaissez, que vous avez dans votre entreprise ou à la maison, avec de l'IPv4 ou de l'IPv6, rien de différent. Or, si vous vous rappelez les bouquins de l'époque, de vos études ou autres dans les découvertes des stacks réseau, le réseau, ça tourne avec plusieurs étages. En fait, c'est une succession d'abstractions. Ça, c'est sous-coté pour moi. C'est, je pense, ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Et on l'oublie très facilement parce que ça marche. Et c'est assez pratique. Il y a plusieurs parties là-dedans, si on devait les résumer en 3 blocs. Il y a la partie infrastructure, donc le vrai câble, cuivre, fibre qui va traverser l'Atlantique. La partie opération, donc c'est tous les protocoles d'interconnexion entre les data centers et ce genre de choses, BGP et autres. Très bas niveau pour nous, mais quand même haut niveau par rapport au câble. Et la partie applicative au-dessus, jusqu'à la couche HTTP, qui est un protocole, et même les applications qu'on développe par-dessus. Quand on va faire notre propre application métier, c'est un protocole qu'on développe par-dessus la couche réseau. Mais tout ça, avant Kubernetes, comment ça fonctionnait? Comment on les utilisait en tant qu'utilisateurs et développeurs d'applications? Il y avait plein de choses qui étaient là, des fois originales, des fois qui fonctionnaient bien, des fois on ne savait pas très bien ce qu'elles faisaient. Vous savez, le firewall d'entreprise, le truc il nous fallait à peu près 1 mois pour avoir un port ouvert sur Internet avec le bon routing et compagnie, et on se demandait pourquoi c'était si long juste pour ouvrir un port. Moi, pour vous dire, j'ai travaillé avec des entreprises qui, quand ils ont fait un switch vers Kubernetes, quand on leur a dit que les applis elles pouvaient scaler up et down dans tous les sens et que donc il allait falloir avoir plus
de machines, plus de ports ouverts en fonction d'eux. La première réaction a été de me dire « Ouais, mais nous, il va falloir qu'on embauche plus d'ingé réseau, parce qu'ouvrir un port dans le firewall, c'est 1 mois. » Il y a un problème. Vous voyez, la philo du truc a totalement shifté, et le but, c'est de pas rendre ces personnes inutiles, de les mettre à des tâches beaucoup plus importantes que simplement ouvrir des ports dans un firewall. Et ensuite, Kubernetes est arrivé. Alors Kubernetes, au début, comme je l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de choses, voire il n'y avait pas grand-chose. Les premières versions, 1.4, 1.5, 1.6, c'était un peu le vide. Exposer une application sur le monde, c'était pas trop prévu pour. Donc, ce qu'on a utilisé, c'était une primitive qui était déjà là, le service, et on s'est dit, ok, ça sert à exposer un service à l'intérieur du cluster, faisons que ce truc, on puisse le transformer en la même chose pour l'extérieur. Ok, service de type NodePort. On a juste rajouté un attribut, NodePort, et le numéro du port sur lequel on veut le binder, et le système va automatiquement ouvrir sur chacune des nodes le port qui va bien pour pouvoir faire ce routage vers le pod qui correspond au service, donc matchant les labels. En tant qu'opérateur, je me dois de déployer cette partie-là, qui est un load balancer, peu importe, d'un cloud provider ou un Envoy, Traffic, Nginx, vous choisissez, pour router les paquets. Donc vous avez un point d'entrée et derrière, ça va être forwardé à plusieurs upstreams. Ok, good, ça marche. Mais on voit que déjà, là, il y a une chose que je dois faire. Je dois créer le load balancer. Alors, pour info, ce truc est assez intelligent pour rerouter les paquets quand ça arrive sur une node qui n'a pas le pod à l'intérieur. Petit détail. Mais ça, j'ai donc dû créer un load balancer moi-même. Dans Kube, on aime bien automatiser les choses. Donc, on va remplacer le type NodePort par un type load balancer. Et grâce à ça, il n'y a rien d'autre qui change. Et d'ailleurs, le résultat, c'est le même. Le résultat, c'est exactement la même chose. On a juste le load balancer qui a été provisionné automatiquement. Vous tourniez sur un cloud provider ou un OpenShift local ou autre, ce truc va automatiquement être provisionné pour vous et tourner, faire le routage. OpenShift, par exemple, c'est du HAProxy. Ok, si je vous dis aujourd'hui, on configure un load balancer avec seulement un mot qui est load balancer. On n'y croit pas. Les timeouts, les protocoles, le CDN, les terminaisons TLS à certains niveaux. Non, ce n'est pas possible de faire ça avec un seul keyword. Donc au final, derrière a été créé, plus tard, l'objet ingress. Encore une fois, vous voyez l'incrémentalité de la chose. On crée l'objet ingress qui a vocation, cette fois-ci, à faire un peu plus que ce que faisait le service. Et quand on regarde cet objet ingress, il a une définition et on va pointer vers un service. Donc au lieu d'avoir un service qui expose, cette fois-ci on a un objet qui pointe et qui dit c'est vers ce service que tu dois aller. Élément important, et ça fait partie de Kube, on ne parle plus de node. Parce que la node, c'est un détail d'implémentation de Kube. Et ça, c'est important de le savoir. Il y a des versions de Kube qui tournent sans node. Les serverless, les versions serverless par exemple. Ici, donc, on ne parle que d'ingress, flux d'entrée, et de routage vers des services. Peu importe comment c'est fait derrière, je m'en fous, je suis juste dev, je veux que le trafic arrive. Donc là, ça permet de le faire. Cette API, elle est HTTP first. Vous le voyez déjà de par son nommage, HTTP, et avec des concepts dans son API, le pass qui commence par /API par exemple, ou qui contient exactement /info, ou qui est avec une regex dont je ne connais pas l'implémentation parce que c'est implementation spécifique. On voit qu'on a déjà des éléments dans l'API assez haut niveau, c'est le 3e objet qu'on utilise de l'ingress, qui contient des choses implementation spécifiques. On va voir que ça aura un problème. En plus d'être HTTP first, c'est HTTP only. En fait, quand on voit l'API, elle a été designée pour du HTTP. Pas tout le monde fait du HTTP seulement. Donc là, si vous faites du gRPC, par exemple, vous êtes obligé d'écrire ce truc horrible qui fonctionne en gRPC, mais ce n'est pas fait pour. Le HTTP est un détail d'implémentation, encore une fois, du gRPC. Donc vous ne voulez pas écrire ce genre de choses, ce n'est pas fait pour. Donc vous voyez, on est en train de tordre la fonctionnalité de départ. En plus, cette API, elle est fermée à l'extension. Elle ne permet pas d'être étendue et de permettre d'autres choses. Ici, par exemple, un élément qui m'a toujours bien gonflé, les hosts. Si je veux avoir 2 hosts sur mon application, je suis obligé de dupliquer toute la liste des routes. Je pourrais pu avoir une liste à cet endroit-là au lieu d'avoir simplement un nom de domaine. Dommage, mauvaise pioche, l'API est figée. Ce serait un breaking change que d'intégrer autre chose. Et la volonté n'était pas là. Et comme je l'ai dit, un load balancer, ça se configure avec plus que ça. C'est pareil pour l'ingress. Mais le problème, c'est que son API n'a pas été faite pour. Donc, si je veux forcer le SSL, je me retrouve à écrire un booléen dans une string, dans un attribut en JSON, YAML. C'est moche.
Je me retrouve parfois même à écrire du JSON dans une string, dans un attribut YAML. C'est encore plus moche. Mais le pompon, c'est, merci Nginx, d'écrire du Lua dans une string, dans un attribut YAML, cet attribut pouvant vous dire exactement l'inverse de ce que vous avez écrit en bas. À quoi bon faire du cube si vous écrivez des choses comme ça? Horrible. Donc vraiment, on voit la limite de la configuration de ce système. Et en plus, même en tant que tel, il n'a pas été pensé pour être sécure. Si je suis dev, encore une fois, je veux du HTTP as a service, je m'en fous comment ça arrive. Vous êtes dans une grande entreprise qui paye des certificats de niveau 3, par exemple, des dizaines de milliers d'euros. Ben, si vous voulez faire votre terminaison SSL avec l'ingress, il faut que le secret soit dans le même namespace que l'ingress. Or, votre équipe Ops et Dev, peu importe, qui travaillent dans ce namespace, vont donc avoir accès au secret que vous payez si cher. En sécurité, on évite d'exposer un truc sensible à toute la boîte, ou en tout cas des parties qui s'en foutent de secret. Ben là, c'est la limite du truc, on ne peut pas. Alors avec les airbags, on peut jouer, mais c'est très très compliqué, voire source d'erreur, donc on ne le recommande pas. Donc encore une fois, problème dans le design de l'API. D'autres éléments, là, bienvenue dans le monde de, je me répète, le nom du host qui, en TLS, n'est pas forcément le même que celui qu'on aurait dans les rules. Pourquoi pas? Pourquoi? J'allais savoir. Et le dernier point qui est beaucoup plus problématique, c'est l'effet tunnel. Cette API fait partie de l'API de Cube. Ça veut dire que quand vous mettez à jour Cube, vous mettez à jour l'API de l'ingress. OK, jusque-là, c'est possible. Mais par contre, l'ingress lui-même, l'implémentation, le truc qui tourne, Nginx, Traffic, Envoy, ce que vous voulez, ce truc-là, vous n'allez pas le mettre à jour en même temps que votre cluster Cube, parce qu'on ne fait pas 2 mises à jour en même temps d'un même truc, c'est dangereux. Donc vous allez vous retrouver à mettre à jour une API, mais pas son implémentation. Imaginez que l'API n'est pas supportée par l'implémentation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas upgrader votre cluster. L'inverse est vrai aussi. Vous avez peut-être un ingress qui est trop récent par rapport à votre version de Cube. Problème. Vous pouvez même avoir des deadlocks en fonction des features supportées par l'un et par l'autre. Donc, vraiment quelque chose de problématique quand on a cet effet tunnel de « je ne peux pas l'updater en même temps que j'update l'implémentation ». Donc, quand dans la tech, un truc ne marche pas, des gens recodent ce truc. Mais Kubernetes, c'est vachement bien parce que ça a été prévu pour. On va pouvoir, et ont été faits, plein d'ingress alternatifs. Alors, il y a des versions très simples que j'encourage à utiliser, Contour est très bien, Emissary, Voyager, qui vont vous mettre à disposition des objets alternatifs pour faire le travail de l'ingress. Ce n'est pas l'objet ingress officiel, ici c'est celui de Contour qui s'appelle un HTTP proxy, ce n'est pas l'objet officiel. Mais ça marche et ça comble les lacunes de l'objet ingress officiel. À savoir que ces implèmes gèrent aussi l'objet ingress de base. Donc vous pouvez avoir un peu les deux mondes en même temps. Mais vous voyez, là on se retrouve vendor-locké maintenant, non plus à une spec qui est l'ingress, mais à un objet spécifique. Donc si vous voulez partir de Emissary vers Voyager ou vers Contour, vous allez devoir écrire vos ingress moyens. Il y a des choses un peu plus évoluées, alors ce qu'on appelle les API Gateway, à ne pas confondre avec le sujet de ce talk, qui sont comme API6, Conk, Traffic Proxy, qui vont vous fournir des features très avancées, pas simplement de l'exposition réseau, mais par exemple du rate limiting, du paper call ou ce genre de choses pour faire des choses en plus avec votre trafic réseau. Et ils vont vous mettre des super API à disposition. Attention, je vais troller sur l'API de ce YAML. Kubernetes est un langage déclaratif, on dit ce qu'on veut, pas comment le faire. Et bien là, on a du YAML partout, sauf dans ce match, qui est un bout de Go, vous le voyez au majuscule, du Go, alors c'est pas du template, c'est un système d'interprétation, et ça embête énormément les opérateurs, parce que, si vous voulez, c'est une valeur au niveau YAML, donc si vous voulez patcher le YAML juste pour changer ce truc-là, vous êtes obligé de changer le bloc entier. Le bloc est une expression Go, donc pas top. Dommage pour l'API. Et comment parler de cube et de réseau sans parler de service mesh? Ça existe quasiment depuis le début. Istio, le plus connu, mais d'autres comme Cilium, Traffic, Nginx, vont fournir aussi des API custom qui vont faire plus que l'exposition, ce qu'on appelle nord-sud de l'ingress, donc de l'extérieur vers l'intérieur, mais aussi l'exposition est-ouest, trafic dans le cluster, pour manipuler tout ça. Donc là, on voit une API et retenez-la, vous allez voir qu'elle a donné des idées à ce qu'on va voir plus tard. Mais encore une fois, une API alternative. Donc là, c'est l'enfer. Vous êtes dev. Vous ne savez pas ce que vous devez supporter. Ça, c'est une matrice qui contient 20 implémentations, plein de paramètres. Il n'y a pas toutes les implèmes aujourd'hui, parce qu'il y a des boîtes qui se sont fait leurs propres implèmes. OpenShift n'est pas dedans, par exemple. Et
c'est la galère, parce que vous ne savez pas ce que vous allez devoir supporter en prod, c'est dur de répliquer ça en local. La seule moyen d'être sûr, c'est d'installer le même des deux côtés, mais si vous faites du cloud, peut-être que vous n'avez pas le même load balancer des deux côtés. En dev, une horreur. On est éditeur logiciel, c'est mon cas avec des Velocity. Comment je fournis un YAML qui sera s'installer avec tout ça? Compliqué, surtout quand, par exemple, Nginx a décidé de faire exactement l'opposé de Contour. C'est-à-dire que le ingress object de Contour ne peut pas être utilisé de la même manière avec Nginx. Il faut les splitter en fonction des protocoles avec l'un et pas avec l'autre. Une horreur. Et vous êtes opérateur, on vous a dit Kubernetes, c'est l'avenir. Vous allez pouvoir déployer, éviter le vendor locking des cloud providers, ça tourne dans Kube, ça tourne partout. Ouais, c'est vrai, ça tourne, mais ça ne s'expose pas au niveau réseau. C'est-à-dire que ce qui va fonctionner chez l'un ne marchera pas chez l'autre parce que l'ingress ne sera pas géré de la même manière, les IP, les noms de domaine et tout vont marcher différemment. Encore une fois, un gros bordel. Donc, après 5 ans de durée de vie de Kubernetes, a été décidé de former un consortium nommé le Gateway API Consortium Group, qui a vocation à définir, à apprendre de tout ce qui a été fait et à redéfinir ce que va être la nouvelle, le quasiment reboot de l'ingress pour les utilisateurs. Et l'idée derrière ça n'est pas de fournir autre chose qu'une spec. C'est vraiment une spec de comment les choses doivent fonctionner. Ça va un peu plus loin parce que ça fournit aussi des tests de conformité pour valider que ça fonctionne comme il faut, mais pas d'implémentation de base. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs dans Kube. Beaucoup pensent que Nginx Ingress est le truc officiel. Ça ne l'a jamais été, et heureusement pour nous. Mais de même, là, il n'y a pas d'implémentation de base. Il y a juste des implémentations. Et cette spec, elle se base sur plein de choses, et majoritairement sur 4 concepts, et vous allez voir, ils ne sont pas très techniques, en fin de compte. Le premier pilier, c'est le fait d'être orienté par rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous déployez une application, en fait, vous, hormis si vous êtes seul dans une startup, vous implique plusieurs personnes, généralement celui qui gère l'infra. Or, quand vous êtes dans le cloud, c'est quelqu'un d'autre, vous le payez et il n'existe pas pour vous. Ou alors, c'est celui qui vient coller au cul du cluster le câble réseau et configurer les appliances qui vont bien. OK, ce rôle existe. Deuxième rôle, c'est le cluster operator, celui qui va chouchouter le cluster, le mettre à jour, créer les namespaces, les mettre à disposition, gérer les airbags, les gestions des volumes et compagnie. On l'appelle aussi communément le platform engineer, c'est un buzzword du moment. Et le dernier rôle, on l'oubliait trop avec l'ingress, malheureusement, je l'ai trop vu, les développeurs. Les développeurs, vous êtes les personnes qui connaissez le mieux l'application. Donc en fait, cette jungle de Kubernetes pour vous là, vous avez besoin de vous l'accaparer un peu pour pouvoir participer à ça, parce que c'est vous qui connaissez comment l'application doit être exposée pour fonctionner correctement en prod. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va définir que le health check il se trouve sur tel truc et il faut l'ouvrir sur le load balancer. C'est vous qui savez ça et c'est vous qui allez permettre de donner ces informations-là. Deuxième pilier, la portabilité. J'ai parlé du vendor locking à plusieurs reprises. C'est clairement ça. Cette spec, elle a vocation pour tout le monde, ceux qui implémentent et ceux qui l'utilisent, d'être un guide d'implémentation, guide d'utilisation. Donc, ce genre de choses-là, implementation spécifique ou des annotations horribles avec du JSON dans du YAML, ça n'a plus vocation à apparaître. Spoiler alerte, le premier existe encore, mais pour une raison bien particulière, c'est que, par exemple, les systèmes de regex, il y a plusieurs engines de regex. Donc, ça va dépendre du moteur de l'engine qui est derrière. Seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, on ne va pas changer l'API pour rajouter une valeur à une enum. Donc, implementation spécifique sur cette partie-là, aujourd'hui, on a décidé de ne pas décider. Mais c'est un cas à la marge. Et l'idée est d'en avoir qu'une seule chose à supporter, la Gateway API. Que vous soyez en local ou dans le cloud, que vous soyez chez un client ou sur un Raspberry Pi, vous allez supporter la même chose, ça doit marcher de la même manière si ça supporte la spec. Et ça, c'est cool. Troisième pilier, extensible. On l'a vu, c'était compliqué avec la précédente version, l'ingress. Ici, un choix fort a été fait. Les CRD ne sont pas dans Kube. Vous mettez à jour Kube, ou vous installez Kube, vous n'aurez pas la Gateway API. Mais ça a un super avantage, c'est que vous pouvez installer la Gateway API à part, donc sur un cluster 1.24. Vous savez, votre vieux cluster OpenShift là, qui tourne quelque part et que personne n'a mis à jour, il supporte la Gateway API déjà, en 1.24. Ça a plus de 2 ans, ce truc. Et vous pouvez mettre ça sur les 1.30, 1.31 qui est réalisé, même la future 1.32. Donc, vous avez accès à une nouvelle API sur un truc d'il y a déjà plus de 2 ans. Donc, on est en mode conférence et c'est hype, mais en fait, ça tourne sur du très vieux.
pas obligé de tout mettre à jour. Et puisque on a le choix de cette mise à jour, c'est à vous d'installer, vous allez pouvoir installer la version standard de la Gateway API et avoir, donc si vous faites les choses bien, kubectl apply -k pour customize, vous pointez vers le repo officiel où vous téléchargez les fichiers, sur le tag 1.2 et vous allez installer les objets. Vous voyez là, ce ne sont que des CRD, que des objets de définition de cube. Il n'y a aucun pod qui va tourner derrière, c'est juste des définitions des objets de cube. Et vous allez installer la version standard. Mais vous pouvez aussi installer la version expérimentale. On parle d'une API, donc ce n'est pas quelque chose d'instable, c'est juste une API qui peut changer. Et vous allez avoir plus de choses, des nouveaux objets, TCP route, UDP route ou d'autres objets. Donc moi, ce que je conseille, c'est potentiellement, si votre cas d'usage business, imaginez vous ayez besoin d'exposer quelque chose qui n'est supporté que par la spec expérimentale. Vous avez la prod à exposer là, tout de suite. Vous allez gagner de l'argent si vous le faites. Utilisez la version expérimentale. Au pire, vous allez peut-être un petit peu modifier vos YAML plutôt que d'utiliser un truc hyper custom d'un des implems spécifiques, contour, Voyager, trafic, qui de toute façon, à un moment, vont devoir être migrés avec la Gateway API. Donc là, au moins, vous avez accès à des choses et vous allez pouvoir aussi faire des retours, ce qui est pas mal. Et on n'est pas extensible qu'au moment de l'installation, on est aussi extensible dans l'API elle-même. Si on regarde cet objet, il ressemble un peu à un ingress. On ne va pas le détailler pour l'instant. Vous voyez, ça ressemble au back-end service de tout à l'heure. Je pointe vers un service. OK, jusque-là, rien de différent. En fait, il y a une différence implicite, c'est qu'il y a des champs que je n'ai pas à renseigner. V1 et service. En fait, je dis que je route vers un service. Avant, je ne le faisais pas. C'était directement dans le fonctionnement. Là, en ne le disant pas, ça veut aussi dire que je peux changer cette valeur. Je peux mettre un objet qui aujourd'hui peut exister si vous faites du multi-cluster dans Cube, avec de la fédération multi-cluster, parce qu'en fait, ça va se binder à quelque chose qui fonctionne comme un service. Ici, c'est un service multi-cluster. Mais peut-être que vous allez pouvoir vous binder à quelque chose qui n'existe encore pas au moment où je parle, juste parce que ce sera compatible. Et ça, c'est un point d'extension qui est extrêmement important et intéressant dans l'API. Quatrième pilier, dernier là-dessus, l'expressivité. J'en ai parlé, Cube, c'est un langage déclaratif. On dit ce qu'on veut, le système s'en charge, on ne dit pas comment faire. Ça se voit dans l'API. On va parler d'HTTP route. On sait ce que c'est HTTP, on sait tous. gRPC route, TCP route. On parle avec des mots du langage réseau. Rappelez, j'ai parlé de ingress, flux d'entrée. Vous donnez ça à un opérateur réseau, un opérateur de cluster ou un développeur, il n'y en a aucun qui est d'accord sur ce que c'est, ingress au sens propre. Il y en a, c'est des 0 et des 1 sur un tuyau, et le troisième, c'est une API REST, voire gRPC. Le nombre de confusions de qui devait gérer quoi parce que ingress, ce n'est pas ma responsabilité, énorme. Donc là, on va utiliser le même langage, on va parler de la même chose à tous les niveaux, et ça a vraiment une valeur énorme. OK, on connaît ces principes et ces concepts. Maintenant, on va voir cette API. Parce qu'on a beau l'installer, il va falloir l'utiliser. Donc, l'élément important et fondateur, c'est la Gateway Class. La Gateway Class va être l'élément, c'est une classe au sens Kubernetes, donc c'est un objet inerte qui n'est qu'une définition, qui est la responsabilité des ingés d'infrastructure, des ingés réseau, et qui vont définir, là j'ai beau avoir écrit gros sur ce slide, j'ai mis l'intégralité de la spec. Une description facultative, je vous conseille de l'écrire, le controller name qui permet de dire qui contrôle cette classe, et un lien, une ref dans le langage Cube, vers un truc qui va définir ce qu'est cet objet, ou la configuration de cet objet. Ça peut être un config map, un secret ou un objet custom, on s'en fout. Et c'est tout. En fait, l'idée de cet objet, c'est, comme je l'ai dit, c'est une classe, donc c'est comme toute classe dans le monde Kubernetes d'être instanciée par un autre objet. Ici, l'objet en question, ça va être la gateway. La gateway va être une instanciation de la gateway class. La gateway class, en elle-même, encore une fois, ne sert à rien. Si vous êtes dans le cloud, vous allez avoir plein de gateway class fournies sur étagère. À vous de choisir la bonne en fonction d'eux. Donc là, vous lisez les descriptions et vous choisissez celle qui va bien. Quelque chose pour faire du régional, du multi-cluster, du worldwide, de l'internal. Allez savoir, vous avez tout, encore une fois, au choix. Et c'est vraiment tout. Dans cette spec-là, pour la Gateway Class, il n'y a rien d'autre. En fait, la volonté n'a jamais été d'unifier les paramétrages des appliances réseau.
En fait, les opérateurs d'infra sont dans le cycle de vie, mais ne sont pas la cible de cette API. Donc, on n'a pas fait quelque chose de compliqué, parce qu'il aurait été impossible d'unifier le fonctionnement des API pour les nommer Dell, Cisco, HP et autres Unify, dans une seule API. C'est mort. Si on faisait ça, la spec, elle ne passait pas. Donc l'idée a été de mettre le pur minimum, et ce n'est pas là que va être la valeur ajoutée. La valeur, elle va déjà commencer à apparaître avec la gateway. Donc gateway, c'est l'objet qui instancie la gateway class, donc qui va hériter, j'aime pas ce mot à cet endroit-là, mais qui va avoir toutes les propriétés de la gateway class. Comment ça s'utilise? Alors déjà, qui l'utilise? La personne qui gère le cluster, c'est sa responsabilité. Et là, juste avec un YAML, encore une fois, gateway class name, et il sélectionne le nom de la classe en question. Rien que de faire ça, ça va créer la première gateway. Et après 25 minutes de présentation, je vais vous montrer la première utilisation d'un port pour une gateway class, On va le faire en utilisant des listeners. Listener, c'est un mot-clé assez courant dans le monde du réseau. On va écouter sur le réseau. Et ici, j'ai un port en 80, en HTTP. Ici, c'est une enum, donc aucune chance de faire une erreur, avec un nom de domaine fourni, et j'ai le nom de mon listener. OK. Et là, j'ai un truc qui écoute sur le réseau, qui ne fait rien d'autre, parce qu'il n'y a rien derrière, mais il écoute. Si je veux faire du TLS, je vais pouvoir le faire. J'écoute sur le 443 en HTTPS, et je vais dire que tu fais la terminaison TSL avec le certificat qui se trouve juste ici. Ça, vous imaginez bien que ça va me faire plaisir en termes de responsabilité du certificat. Mais là, encore une fois, je ne forward le trafic à personne. Je l'ai juste exposé, j'ai ouvert un port sur le réseau. L'ingress savait faire ça, mais on peut faire plus. On peut aussi exposer un simple port qui ne soit pas du HTTP ou du HTTPS. On était obligé de le faire avec des node ports encore aujourd'hui, parce que l'ingress ne savait pas le gérer. Ici, vous allez pouvoir déclarer ça avec le balancer compatible ici, une gateway class compatible avec du TCP. Et je vais dire le 5432, je vais nommer ce port PostgreSQL. On a peut-être une idée de ce que je vais faire avec, mais c'est du pur TCP et je n'ai encore forward ça vers nulle part. L'ingé du cluster s'en fiche de où ça va. La seule chose, c'est qu'il l'expose, c'est sa responsabilité. L'exposition est une chose, il va falloir router. Et router, ça va être la responsabilité d'autres personnes. Comment on utilise ces routes? Et on va commencer par voir les HTTP routes. C'est les premières qui sont arrivées dans la spec et qui ont vraiment pavé le travail pour la suite. Donc, j'insiste, on parle de HTTP route. C'est clair, on va faire du HTTP, on va avoir des mots du langage HTTP dans ce fichier-là. Un élément qui, derrière ces 3 lignes de YAML, se cache plein de choses hyper intéressantes. Parent-ref, à quoi il sert? D'une part, il sert à dire, cette HTTP route, elle va s'accrocher sur la gateway qui est pointée par la référence qui est là. C'est-à-dire que ce truc-là va écouter, va prendre le trafic entrant sur cette gateway. Il y a 2 choses qui sont cool derrière. D'une part, vous voyez, j'ai dit sur une gateway. Ouais, mais il n'y a rien d'autre aujourd'hui que les gateways sur lesquels on peut s'accrocher. C'est vrai, mais c'est une extensibilité du système. On pourrait s'accrocher sur quelque chose d'autre qui n'existe encore peut-être pas. Pour dire, on peut déjà s'accrocher sur autre chose. Si vous utilisez Istio, vous pouvez utiliser ça pour configurer Istio à l'intérieur. Donc en fait, vous n'allez pas vous accrocher sur une gateway, vous allez vous accrocher sur un service. Donc au lieu de faire du trafic nord-sud, vous allez pouvoir faire du trafic est-ouest avec la même API. Donc en fait, si vous connaissez la Gateway API, vous connaissez Istio. Coût d'entrée dans le monde Istio, 0. Et vous pouvez le faire dans l'autre sens. Si vous connaissez Istio, vous avez automatiquement l'API déjà fournie. Mais dans notre cas, on reste limité à la gateway. On suffit de ça. Deuxième chose intéressante, c'est une liste. Ça veut dire que je peux m'accrocher à plusieurs gateways. Je ne suis pas obligé de dupliquer mon ingress avec 2 ingress classes différents. Je peux ici dire, cette route s'accroche sur la gateway qui est accrochée et qui représente le réseau privé de sécurité extrême de l'entreprise et le truc qui est sur Internet, avec la même route. Pas obligé de dupliquer l'objet. J'ai automatiquement ça au même endroit. Ça, c'est vachement pratique. Je ne vous fais pas l'affront, le hostname, cette fois-ci, c'est une liste. Ils ont appris des erreurs d'avant. Et là, le 101 du routage réseau dans le monde HTTP, je route tout ce qui démarre par / vers pod info sur le port en question. OK, cool. Ça, c'est la responsabilité des devs. Encore une fois, c'est eux qui connaissent les éléments de leur appli, et donc ils vont pouvoir écrire majoritairement cette partie-là, mais qui vont pouvoir écrire ça. OK. Là, on a vu le HTTP. Si maintenant,
on passe dans le mode gRPC. Qu'est-ce que ça veut dire ? gRPC, on va parler de gRPC. Donc, il y a des concepts similaires. D'ailleurs, ça travaille sur HTTP. C'est du niveau 7, niveau réseau, donc il y a des choses qui vont se ressembler. Parent-ref, je ne reviens pas, tous les mêmes avantages. Le nom de domaine, ça existe dans le monde gRPC, il n'y a pas de changement. Par contre, on ne parle pas de verbe et de passe en gRPC. On parle de méthode et de service. Donc, de fait, vous allez pouvoir utiliser ces mots-clés du langage gRPC directement dans ces fichiers-là. Donc là, on parle le même langage. Et derrière, je route ça correctement vers l'autre port de mon application. Cool. C'est la responsabilité des devs. C'est même encore plus la responsabilité pour eux parce qu'un dev gRPC, il utilise un fichier protobuf pour générer les clients gRPC, les serveurs gRPC, et bien il peut utiliser ça pour générer les YAML directement parce que c'est la même source. Donc avec le même fichier, on va pouvoir générer 3 choses différentes. Ok, on va descendre un peu plus bas maintenant avec la spec expérimentale. Alors, quelques-uns des éléments. J'ai choisi les plus simples, TCP route et UDP route, ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'Ingress avant. Eux, ils travaillent au niveau 4. Donc, je vais pouvoir utiliser quelque chose, mais qui va être très light en termes d'API. Je crois qu'il y a la totalité sur ce slide encore une fois. Je vais juste dire, tu t'accroches sur cette gateway. Cette fois-ci, il faut que je donne le nom de la section dans la gateway parce que je ne peux plus utiliser le nom de domaine pour savoir sur quoi je dois matcher. Donc, je vais dire que je m'accroche sur celui qui s'appelle PostgreSQL. Et je vais router ça vers le service qui est PostgreSQL. OK, good. Je veux faire de l'UDP. Imaginez, j'ai la mauvaise idée de vouloir faire un DNS dans Kubernetes. Ne faites jamais ça, c'est une horreur. Je peux le faire et de la même manière, je vais faire de l'UDP, donc directement au niveau de Kube avec la Gateway API. Et vous voyez que le nom de la section n'importe peu. C'est juste un discriminant que vous allez utiliser pour savoir retrouver le nom du listener que vous avez de l'autre côté. Good. Si on résume tout ça, les devs écrivent des routes qui vont s'attacher sur des gateways gérées par des clusters opérateurs qui ne sont elles-mêmes que des instances de définition de gateway class gérées par des gestionnaires d'infrastructure. Cette phrase était trop longue. L'idée derrière ça, c'est de dire que la Gateway API, elle a solvé un problème qui était plus fonctionnel et organisationnel que technique. Bosser sur le même objet Ingress tous ensemble en parallèle était beaucoup trop compliqué. Il a été plus judicieux de switcher, de splitter tout ça pour avoir une séparation des concerns et que chacun puisse gérer sa partie à son rythme au moment où il est important. L'ingé cluster, il va pouvoir exposer quelque chose sur Internet sans qu'il y ait quelque chose derrière. Si vous faites ça avec un Ingress, vous allez avoir des erreurs et vous ne voulez pas avoir d'erreurs parce que ça va mettre tous vos systèmes de monitoring en PLS. Donc là, vous voyez, un cycle de vie complètement revu pour ça. OK, maintenant, on connaît ces primitives, on connaît ces éléments, comment on les déploie, au sens comment on les utilise. Vous pouvez très bien faire le mode à l'ancienne, Ingress style, où vous avez tout dans le même namespace. Votre secret, votre gateway, votre route, ça fait un objet en plus par rapport à avant, service et votre pod. OK, ça marche très bien. Au niveau YAML, vous allez juste avoir ça, c'est les exemples 101 que j'ai montré tout à l'heure. Ça marche très bien, vous utilisez toutes les valeurs par défaut et implicites du « on est dans le même namespace » de l'API, il n'y a aucun problème. Vous pouvez commencer par ça. Mais au final, on va voir que certains patterns commencent déjà à apparaître en fonction des usages et surtout en fonction des responsabilités. Avant, les ingress class, qui sont des objets sans namespace, représentaient ce qu'on a aujourd'hui comme gateway. Donc ça voulait dire que c'était un objet il fallait être root quasiment pour avoir accès à cet objet. Maintenant, on va pouvoir gérer les gateways, les objets gateways, comme on gère des applications. Et donc, on va avoir des patterns grâce à une chose qui a été introduite dans cette nouvelle API, le fait de casser le mur entre des namespaces. C'est-à-dire qu'une HTTP route va pouvoir se binder à une gateway qui se trouve dans un autre namespace. Donc les personnes qui gèrent les gateways vont pouvoir vivre leur vie dans leur namespace et d'autres vont pouvoir venir s'accrocher sur cela. Donc fini les objets ingress dans tous les namespaces, on va avoir maintenant des gateways dans des namespaces plutôt dédiés. Et ça m'amène à mon élément de sécurité, ce fameux certificat niveau 3 qui coûte trop cher, il va se trouver dans un namespace où seules 1 à 2 personnes dans la boîte auront accès. Et ça, c'est plutôt cool en termes de sécurité et de responsabilité. Pour faire ça
plus qu'une gateway, imaginez, elle expose sur le réseau hyper sécure de l'entreprise. On a besoin d'avoir un mécanisme d'opt-in, opt-out. Donc là, c'est de l'opt-in. Il faut, au niveau de la gateway, définir qui peut s'accrocher dessus. Donc là, je dis que tous les namespaces qui contiennent des routes vont voir leur route autorisée s'ils ont les labels. Alors, dans ce cas-là, j'ai fait YOLO style, j'ai accepté tout le monde, mais sinon, vous pouvez le faire au niveau label et dire que les labels avec les trucs niveau 1, niveau 2, peu importe comment vous fonctionnez dans la boîte. Et de l'autre côté, vous allez renseigner le namespace pour dire « Hey, tu te branches sur celui-ci. Cool. » Et ça, c'est comment l'HTTP route s'accroche à la gateway, mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens, entre l'HTTP route et le service. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir une route dans un namespace qui route dans le même namespace vers un service, mais aussi avec une autre rule, par exemple /foo et /bar qui va router vers un autre service dans un autre namespace qui était quasiment impossible dans Kubernetes avant avec les ingress parce qu'on avait des conflits de nom de domaine entre les ingress au travers de tout le cluster. Donc là, on était un peu embêté. Là, on peut le faire. Et ça, c'est encore une fois une évolution de la Gateway API. Seul problème, ce service-là, peut-être qu'il n'a jamais été prévu pour être exposé sur Internet. On a peut-être créé une faille de sécu. Donc, ce qui a été fait, au lieu d'étendre l'API du service, on a créé un nouvel objet qui s'appelle le reference grant, qui permet de faire la même chose que ce qu'on a vu avec la gateway tout à l'heure, de faire le mécanisme d'opt-in. Ce truc-là peut accepter du trafic venant de route, venant de tel autre namespace. Et donc, on va vivre dans 2 namespaces différents, voire 3 si on est divisé à plusieurs niveaux, et on va avoir les objets qui vont pouvoir fonctionner entre eux de manière secure, safe et organisée. Mais l'idée, c'était le deployment pattern. Quel est le bon ? En fait, désolé, il n'y a pas de bon pattern parce que ça n'a aucune vocation à faire partie de la spec. Vous êtes une startup, vous démarrez vite, il y a un pattern qui va peut-être vous aller. Vous êtes une entreprise avec plusieurs réseaux, inutile d'avoir toutes les contraintes de ça répercutées sur tout le monde. Donc en fait, le bon pattern, c'est juste celui qui fonctionne dans votre entreprise. C'est à vous de vous l'approprier. Et généralement, maintenant, ce qu'on voit, c'est des namespaces par gateway, mais ça peut être 2-3 gateways parfois une, et après, en fonction de l'organisation de l'entreprise, encore une fois. Ok, comment on les distribue, ces YAML ? Parce que c'est bien de les écrire, il faut pouvoir les utiliser. Vous avez de la chance, vous faites du customize, vous utilisez simplement un bout de YAML qui ressemble à ça. Vous dites en fait les choses simples, ça veut dire les choses relatives à l'appli. Encore une fois, responsabilité du dev. Et ceux qui les importent avec un component ou une ressource dans Customize vont pouvoir dire « Ok, tu t'accroches sur tel truc et tu as tel nom de domaine. » Cool, simple, extensible à l'infini puisqu'on a accès à tout, comme d'habitude. Vous avez la chance ou malchance de faire du Helm, vous allez devoir tout vous taper à la main parce que ce n'est que du template. Donc, vous allez devoir créer une API qui commence à ressembler à ça. Aujourd'hui, on voit des charts Helm gérer la Gateway API. Le chart officiel de Prometheus le gère maintenant depuis 3 jours, je crois. Et on a quelque chose qui ressemble à ça. Mais inutile de vous dire que si vous voulez l'exposer sur 2 réseaux, c'est quasiment mort. Le templating n'a pas été prévu pour. Bon, on a un truc qui a pris le contrôle du réseau, qui est au milieu, qui fait plus que l'ingress. Ok. Mais on peut peut-être même vraiment faire plus que l'ingress, puisqu'on a le réseau. Et pour moi, le réseau, c'est la chose la plus importante dans le cycle de vie d'une application, c'est l'information venant des clients. C'est le client, le réseau, celui qui nous appelle. Ben avec la Gateway API, on va pouvoir faire plus que ce que faisait l'ingress avec ce réseau-là. Déjà, en termes de matching, on peut aller plus loin. On n'est pas limité au pass, mais on a le verbe HTTP, le pass bien sûr, les query params et les headers. Header, c'est super pratique si vous voulez faire du canary deployment. Version égale V1, ça route vers V1, version égale V2, ça peut router vers V2. Ça, c'est super pratique quand vous déployez plusieurs fois votre application directement en prod. Donc, un bonus. Mais on peut aller plus loin et altérer les requêtes. Alors, il y a plein de choses en termes d'altération de requêtes. Celui-ci, encore une fois, trollesque, c'est pour faire une redirection HTTP vers HTTPS, le truc qui était un booléen tout à l'heure. Ici, c'est une API déclarative. Oui, c'est plus verbeux. Mais c'est déclaratif, ça n'atteint jamais votre application au passage, ça juste réécrit le scheme pour dire que c'est HTTPS avec le code qui va bien. Perso, je vous déconseille de mettre ça en prod, pas parce que ça marche pas, hein, ça marche très bien, mais c'est quasiment maintenant une faille de sécurité d'exposer un truc en HTTP quand vous faites du HTTPS, parce que si quelqu'un envoie les crédentiels, ben, potentiellement ils sont arrivés jusqu'à vous au moment où vous allez lui dire redirige. Donc, ça veut dire que les crédentiels qui sont arrivés, ils ont leaké. Donc, en vrai, arrêtez d'exposer en HTTP, faites du HTTPS only. Et on est en 2024, tout le monde le supporte.
Et vous pouvez même router et rerouter, changer. Ici, je change le nom de domaine, je change le pass que j'ai matché pour faire arriver du trafic sur un set d'applications qui ne s'attendaient même pas à le recevoir. J'ai réécrit quasiment la requête HTTP avec les primitifs qui me sont donnés grâce à la Gateway API. J'ai quasiment mis tout ce que je pouvais dans ce slide, mais c'est l'idée qu'on contrôle le réseau, donc maintenant on va pouvoir faire des choses fun avec. Et par fun, pour moi, il y en a un qui est extrêmement important, le traffic mirroring. Je veux tester mon application en prod, mais je ne veux pas que mes utilisateurs soient mes guinea pigs. Je veux qu'ils voient V1, mais je veux prendre le trafic de V1 et l'envoyer sur V2. Ça, c'est la spec de Cube. On ne parle pas d'un truc ésotérique à la Istio, hein. C'est dans Cube maintenant. Je peux dire, le trafic qui arrive sur V1, je l'envoie en fire and forget sur V2, et je me démerde avec V2. Si V2 fail, ben, j'ai appris quelque chose. Mais maintenant, c'est dans la spec officielle. La même chose avec du traffic splitting. Au lieu de déployer 1, 0, je passe de la version 0 à 1, 1 à 2. Maintenant, je peux dire 10% sur V1, 50 sur V2 et V3 et compagnie. À vous de faire ce que vous voulez. Encore une fois, spec officiel. Plus besoin de se prendre la tête avec des trucs tiers. Comment maintenant on démarre techniquement avec ça? Ben, la Gateway API, vous allez sélectionner une implémentation. Il y en a plein. Il y a le site officiel de la Gateway API qui les recense. Je mets à jour ce slide pour chaque présentation. Vous voyez qu'il y a beaucoup de GA maintenant, hein, donc le truc est très stable. Et en fait, ce que vous allez chercher, c'est ça, c'est ce label. En fait, c'est les tests de conformité qui ont été passés pour l'implémentation. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet de dire, et d'ailleurs, normalement, ils sont censés publier le protocole de test. Donc, vous pouvez même rejouer les tests de l'implémentation pour voir si c'est conforme dans votre environnement, ce qui peut être super pratique. Et donc, ça permet de valider qu'un truc marche dans le contexte. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, encore une fois, il y a des cloud providers comme Google qui vous met à disposition une jolie case à cocher. Vous cochez ça, vous avez tout sur étagère, comme je l'ai montré. Ils les mettent à jour avec le cluster automatiquement. C'est leur tambouille, c'est leur gateway class. Ils l'ont testé, ce n'est pas votre problème. Et le truc just works. C'est vraiment l'idée. Donc, à quoi va ressembler l'avenir? Ben, on va avoir des objets ingress. Si vous avez des objets alternatifs, vous allez continuer peut-être à les utiliser. Et en vrai, vous allez avoir la Gateway API en plus, et vous allez migrer les deux premiers vers le troisième petit à petit en fonction que toutes les features que vous utilisiez dans les précédents vont être couvertes. L'ingress, il est couvert à 200%, peut-être que vos trucs alternatifs ne vont pas être à 100% intégrés dans la Gateway API. C'est la vie, mais au moins, maintenant, vous avez un Migration Pass. L'ingress, il ne va pas disparaître. L'ingress, il est là pour rester. Pour une simple et bonne raison, il marche. Et Cube ne retire pas un truc qui marche. Ils vous fournissent les primitifs pour empêcher des gens de les utiliser, si vous voulez, mais ça marche, ça suffit. Donc c'est le 101. Vous voulez faire un truc de sérieux, vous allez utiliser la Gateway API, vous voulez faire un truc simple, l'ingress peut suffire. Mais il restera. Il n'y a vraiment que des cas très particuliers où ils retirent des choses et ils font des breaking change. Et ce sur quoi je veux terminer, c'est de dire que la Gateway API, ce n'est pas le futur, c'est vraiment le présent. La Gateway API, déjà, elle a plus d'1 an. Ça a commencé en 2019, mais la 1.0 est sortie l'année dernière, en septembre. Il y a eu des implémentations de GA une semaine après, que ce soit Cloud Provider ou implémentation que vous pouvez installer sur votre cluster à la maison, hein. Donc, on a des trucs qui tournent. On a 1.1, 1.2, 1.2 réalisé il y a 2 semaines. On a tout ce qu'il faut pour l'utiliser. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Ça marche même mieux et ça vous enlève des contraintes des cloud providers où vous ne pouviez pas utiliser plusieurs IP par nom de domaine ou ce genre de choses. Maintenant, tout ça est géré avec la Gateway API. Mais par contre, elle va encore évoluer. Parce que l'idée, c'est d'utiliser tout ce qu'on a appris pour fournir des nouvelles features. Donc, on va avoir des choses comme du retry directement intégré. Ce que je vous signifiais avec Istio, ça s'appelle la Gamma Initiative, c'est l'idée d'utiliser la même spec pour configurer des services mesh, pas qu'Istio, aujourd'hui Istio est le seul, mais aussi d'autres systèmes à partir du moment où ils respectent la spec. Des back-end TLS pour faire la terminaison TLS de bout en bout jusqu'à votre pod. Tout ça va être compris directement dans la spec. Je vous remercie, j'espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous a donné envie d'utiliser cette API et que vous allez enfin délaisser les ingress, s'il vous plaît. Merci à vous.
Si vous avez des questions, je suis dispo. Merci pour la musique. Et l'open feedback, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Je suis disponible maintenant en question ou après la conf, comme vous voulez. N'hésitez pas à lever la main. Il y a des micros. Dans les implèmes techniques, là, un des derniers slides, j'ai pas vu les gros mastodontes. Apigee, Est-ce que tu peux parler plus fort? Apigee, Gravity, Mulsoft ou autres. Ils sont trop à la bourre? Sur les implémentations, certainement. Ça, ce sont les officiels. En fait, c'est un projet open source sur lequel n'importe qui peut venir faire une PR pour dire « je supporte ». Donc ici, tu as la liste. Peut-être qu'ils le supportent et qu'ils ne se sont juste pas déclarés comme le supportant sur le site de la Gateway API. Et d'ailleurs, entre la dernière fois que j'ai fait cette presse et aujourd'hui, j'ai retiré des implèmes. Il y en a qui ont juste décidé de ne pas le faire, finalement. Donc, allez savoir. D'autres questions? Au premier rang, pour l'instant. N'hésitez pas à parler bien près du micro, parce que je n'ai pas le retour très bien. Tu dis que la Gateway API, c'est le présent, et que vu que Cube n'a pas comme objectif de supprimer des features, par rapport à l'avenir de l'Ingress, est-ce que les Gateway Class, les providers de Gateway Class sont destinés, ou le font déjà, à fournir des implémentations d'Ingress en plus de l'implémentation de... Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris la question, aujourd'hui, certaines implémentations de la Gateway API, Contour par exemple, c'est à la fois faire les objets spécifiques, l'objet Ingress et l'objet Gateway API. Donc en fait, avec une implémentation, tu peux gérer les trois. Et l'idée, l'API de l'Ingress, elle va juste stagner. Ils ne vont pas la faire évoluer, ils ne vont pas changer les choses dedans, hormis des problèmes de sécu. Même problème de sécu dans une API, c'est rare, comme celle-ci. Donc là, aujourd'hui, elle va rester comme ça. Et c'est juste derrière les personnes qui vont migrer. Merci, c'était ma question. Yep. N'hésitez pas à vous manifester, encore au premier rang. J'ai vu que pour AWS, c'était encore en alpha. Ça veut dire que je ne peux pas utiliser la Gateway API si je suis sur AWS. Le plus gros cloud provider du monde. Ouais, oui. Tu veux pas que je troll, pas maintenant. Bah, c'est des très bonnes personnes pour faire de l'infrastructure. Et Cube, c'est pas leur priorité, malheureusement. Donc, en vrai, ils ont quelque chose, mais comme d'habitude, ils ont décidé de tout casser. Et en fait, surtout, ça met la Gateway API met un gros boxon dans le fonctionnement de Cube. Parce que si vous faisiez de l'Ingress avec EKS, les secrets, ils sont pas dans Cube, qui est une hérésie, parce que normalement, l'API, vous êtes tous au même endroit. Ils sont en dehors, généralement. Ils sont dans la cloud console. Ben là, ça force à tout mettre dans Cube. Donc, vous pouvez aussi voir l'idée que si vous supportez ça, ça va enlever du vendor locking et vous allez pouvoir un peu plus facilement aller voir ailleurs. Donc, est-ce qu'ils ne veulent pas le supporter? Je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui, et ils sont à la bourre, hein, c'est en alpha. Donc, il y a plein de problèmes avec. Et on leur a remonté déjà, et malheureusement, ça ne bouge pas. Mais j'ai trollé. Et j'aime beaucoup les gens qui travaillent chez AWS. D'autres questions? Hop. Et si vous avez des questions après les handles, n'hésitez vraiment pas. Ouais. Merci David. En tout cas, c'était super intéressant. Sur la partie API Gateway, moi j'ai beaucoup bossé avec des Axway, WSO2, etc. C'était cité. Est-ce que ça a vocation à rajouter tout ce qui est permission, auth, rate limiting, tout ce qu'on peut trouver dans un API management complet, voire même des portails API après derrière disponibles, tu sais? Alors, première chose, mon prénom c'est Kevin. Ça peut être tricky avec mon nom. Est-ce que ça va couvrir ces parties-là? Pour l'instant, non. J'ai parlé de rate limiting, par exemple. Ça va arriver. En fait, l'idée, c'est d'abord de remplacer ce qui était le plus important, et ensuite, ça va potentiellement commencer à voir des choses. Mais Cube, ils ont aussi cette volonté de, est-ce qu'il y a un réel besoin d'aller spécifier un truc standard pour un besoin qui n'est peut-être pas forcément standard. Et donc là, on va pouvoir continuer à vivre avec des objets et des CRD custom, mais qui font déjà très bien le taf. L'idée, c'est exposer du réseau ou faire de la gestion de retry. Aujourd'hui, c'est le standard dans une vie, dans un cluster Kubernetes. Donc en vrai, le spécifier a de la valeur. Aller peut-être plus loin, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas leur vocation tout de suite.
Vous pouvez suivre sur le site de la Gateway API, ils publient tous leurs ADR, c'est des architectures Decision Record, ils appellent ça des GEP, GEP. En fait, tout leur cycle de décision est ouvert et visible, et vous pouvez aller voir pourquoi ils font une chose et pourquoi ils les défont aussi, ils ont déjà fait des changements. Vous avez accès à tout ça. Aujourd'hui, les éléments que tu as cités ne font pas partie de ça, mais l'API, elle est extensible. Donc, il n'y a rien qui va empêcher, par exemple, un HTTP route de pouvoir être intégré dans un système de portail utilisé par un tiers. Donc aujourd'hui, ça a été voulu, prévu pour être extensible, et ça pourra aller dans ce sens, mais peut-être pas dans la spec. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir, et je vous remercie, et bonne fin de conf.